Bienvenue à ce deuxième webinaire EdFab consacré à la présentation des offres et solutions proposées par les membres du pôle qui sont spécialistes du learning, de la formation, de la transformation des métiers. Donc aujourd'hui, nous présentons trois tendances du e-learning et ce sont trois acteurs du pôle qui vont nous les présenter. Donc ce webinaire va durer une trentaine de minutes. On aura à peu près 7 minutes de présentation. On va tout de suite vérifier que le son est OK pour l'ensemble des participants. Normalement, tout est bon. On a fait des tests quelques minutes avant. Mais si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le signaler par la fenêtre de chat qui est disponible via l'interface GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à nous signaler tout problème de son. Donc, pour poser des questions également, vous pourrez utiliser cette boîte de dialogue qui est disponible via l'interface GoToWebinar et les questions et les réponses seront apportées à la fin de chaque présentation comme je l'ai indiqué. Normalement, le son devrait être bon normalement pour tout le monde. J'ai l'impression que tout se passe plutôt bien. Donc, je suis Benjamin Gant, je suis directeur d'EdFab et c'est moi qui vais animer ce webinaire de présentation des offres et solutions proposées par nos membres, notamment dans le domaine du e-learning. Je rappelle rapidement EdFab, quelles sont nos missions. Donc l'idée avec EdFab, c'est que Cap Digital crée d'abord un lieu dédié à l'éducation, la formation et la transformation des métiers. Un lieu dans lequel on veut que l'écosystème qui s'intéresse à ces questions puisse s'informer, se rencontrer, apprendre et expérimenter sur ces sujets. On adresse un continuum, un périmètre, éducation, orientation, formation, emploi, depuis le lycée et tout au long de la vie. Et l'idée derrière EdFab, c'est vraiment que les entreprises du pôle qui ont des besoins, formation, d'éducation, d'apprentissage, de transformation des métiers, trouveront parmi les membres du pôle celles qui ont les compétences pour les aider. Alors EdFab, c'est un lieu, c'est ce bâtiment qui était présent sur la slide d'ouverture, qui est, là je vous montre sous différents angles. On est au terminus Front Populaire, à quelques minutes de Paris, vraiment tout proche, dans ce bâtiment qui est la Maison des Sciences de l'Homme, Paris Nord. On dispose de 350 mètres carrés, dont des salles de cours équipées, modulables, d'une capacité de 12 à 30 personnes, comme le montrent les images. On dispose aussi d'un Fab Lab qu'on est en train d'aménager et d'équiper, un beau Fab Lab de démonstration. On dispose aussi des ressources partagées ici à EdFab, dans le bâtiment de la Maison des Sciences de l'Homme, donc un amphithéâtre notamment de 140 places et un de 300 places qui sont disponibles pour les membres du pôle s'ils ont des besoins en formation, en présentation, en événement. Toutes nos actualités sont aussi visibles et disponibles sur notre site web edfab.fr et on est soutenu par la région Île-de-France, par la Caisse des dépôts, par l'Europe et on a un partenariat avec l'ORT France. Alors je reprendrai cette phrase qui est souvent, que je rappelle souvent, qui est mise en exergue dans le livre des tendances de Cap Digital, c'est qu'on a cette chance exceptionnelle chez Cap d'être aux avant-postes et de voir un nouveau monde industriel se construire sous nos yeux. Ça nous donne le devoir de partager nos découvertes aussi vite et autant que possible pour les valoriser le mieux possible. Donc c'est Stéphane Distinguin, le président du pôle, qui dit cette phrase dans le cahier des tendances de Cap Digital. Elle illustre bien cette responsabilité qu'a le pôle à diffuser l'information, les innovations auprès de ses membres pour qu'ils puissent s'en emparer le plus vite possible et l'intégrer dans leur réflexion, dans leur stratégie, dans leur modèle économique. Aujourd'hui, on a réuni trois acteurs du pôle qui sont spécialistes du e-learning et on commencera par la présentation de Marc de Fouchecourt qui présentera une solution qui s'appelle Nudge et une tendance qui est plus de digital, plus d'humain dans le learning. Ensuite, Julien Caporal de Manzalab évoquera les évolutions qui ont lieu dans le cadre du Serious Game, de l'inductif au disruptif. Et Raphaël Attias de l'Ordre France présentera la transformation digitale dans le domaine de l'éducation et de la formation. Voilà pour le programme. On ne va pas perdre de
On va commencer tout de suite avec la présentation de Marc de Fouchécourt, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes. Un instant. Donc, normalement, c'est bon. Marc, tu dois pouvoir… Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui. on t'entend, donc a priori, c'est que c'est bon. Vas-y, tu Parfait, peux y aller. merci d'être là. Je vais vous présenter effectivement notre offre Nodge qui repose sur un certain nombre de constats que je vais vous dérouler maintenant. D'abord, nous on est un petit cabinet qui s'occupe de transformation digitale des entreprises et de plus en plus on est persuadé, comme vous j'imagine, que la transformation des entreprises elle passe aussi par celle de tous les collaborateurs un par un. Et notre deuxième conviction, et je la déroule effectivement pendant les minutes qui vont suivre, c'est que plus il y a de digital, plus il faut y mettre d'humain. Je ne suis pas seul à le dire, et là je vais essayer de passer à la slide suivante. Alors, il y a beaucoup de textes, mais c'est parce que je voulais mettre quelques phrases de dirigeants ou de responsables, que ce soit Davos, la Banque mondiale ou des études qui ont été faites, sur le fait que de plus en plus dans les entreprises, plus vous mettez de digital dans une entreprise et d'automatisation, et bien plus il faut que les hommes et les femmes de l'entreprise soient humains et s'appuient sur leurs qualités purement humaines que les robots ne sont pas prêts d'avoir. Et on voit ici effectivement que les qualités qui sont poussées par ces responsables sont des qualités qui sont moins dans le savoir-faire technique et plus dans des savoir-faire humains, comme la créativité, apprendre à apprendre, la pensée critique même, l'empowerment. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans les demandes des entreprises. Alors on a ce contraste entre effectivement le digital d'un côté et le retour de l'humain qui est en partie dû au digital. Et là, on en a, ça fait 2, 3 ans qu'on a travaillé là-dessus et on a pensé que effectivement la formation, en tout cas toute une part de formation qui est sur les soft skills et sur les comportements, eh bien connaissait de nouveaux enjeux. D'abord, effectivement, on n'est plus dans la notion de formation pure, mais de transformation. Les gens, les personnes de l'entreprise sont amenées à se transformer eux-mêmes et donc les contenus sont importants, mais ils ont moins d'importance d'objectifs, ils ont plus une importance de moyens. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse penser, percevoir le monde différemment pour pouvoir s'y adapter, être plus créatif, être plus digital, etc. Et là, le deuxième enjeu, c'est que de plus en plus de monde sont concernés. Nous, on a des demandes d'entreprises qui demandent des soft skills pour des managers de terrain, pour même des gens qui ne sont pas managers, des vendeurs, par exemple, hein, des commerciaux qui, au-delà des techniques d'apprentissage, eh bien, on leur demande de changer d'attitude, de changer de posture. Et ça, c'est effectivement un enjeu très, très, très différent. Euh, de plus en plus donc, de monde est concerné par les soft skills, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis le troisième, eh bien, on est dans le digital, donc les données sont partout. C'est intéressant de voir comment une formation mixte, je vais vous la présenter à l'instant, peut nous donner des renseignements supplémentaires, des mesures supplémentaires, des repérages même pour les participants, avec non pas le big data, mais le smart data. Et quand on a fait ces constats, on s'est demandé si le MOOC et l'e-learning, ça marchait. Et la réponse des professionnels eux-mêmes, j'étais dans plusieurs salons, je leur ai demandé si ça fonctionnait. Ils disaient non, non, pour l'instant, on est plutôt comme dans le présentiel pour tout ce qui est soft skills. Ça nous a amené à développer depuis un peu plus de 2 ans une solution qui s'appelle Nodge. Donc il y a un concept derrière ça, dont j'ai déjà expliqué quelques éléments. Il y a une collection qui est en train de se construire et un générateur de solutions nouvelles en fonction des demandes des entreprises. Et quand on a fait une espèce de matrice pour voir où étaient les différentes solutions de formation, hein, celles que vous voyez maintenant sur votre écran, sur 2 axes. La première, c'est à gauche l'explication, comment marche quelque chose, et la droite, c'est plutôt dans l'implication, hein, dans les soft skills. En bas, vers dans l'échelle verticale, eh bien, vous avez en bas le single, l'individuel, les formations individuelles qui vont jusqu'au coaching. Et puis en haut, eh bien, on l'a dit, hein, l'enjeu c'est de former de plus en plus de monde sans réduire la qualité. Et, eh bien, on a décidé de se situer exactement là où il y avait effectivement un certain manque.
qu'est-ce que c'est que Node? En quelques secondes, c'est une approche innovante, ludique, multimodale. C'est pas seulement une application, c'est effectivement dans les réalisations qu'on a déjà faites et dont je vous parlerai dans quelques secondes, vous avez du présentiel avec des ateliers de lancement et de clôture. Et puis au milieu, vous avez effectivement une approche digitale, une espèce d'application compagnon dans laquelle vous n'êtes jamais tout seul, puisque vous êtes avec un petit groupe de pairs, vous avez un mentorat en ligne, vous avez des évaluations régulières qui vous permettent de jamais être seul, d'être dans le digital, mais pas seul. Avec effectivement un grand soin qui a été apporté à l'ergonomie, au design, hein, au plaisir d'être sur son application et aux données. Le positionnement, hein, vous aurez, si vous le souhaitez, bien sûr, et sur demande, notre présentation après le webinaire. Et voilà, tout ça, c'est très facilement déployable et disons, notre solution, c'est une solution unie tout en main. C'est pas seulement une application, mais on vous propose tout l'accompagnement qui va derrière. On a déjà quelques résultats, enfin quelques contenus, pardon, sur les talents, sur l'empowerment, sur le leadership, sur les stéréotypes. Et puis, on en a en préparation sur la créativité, sur la culture digitale, sur le apprendre à apprendre, etc. Qu'on est en train de préparer avec des experts. Hein. On ne prétend pas être expert en tout, mais nous, on aide les experts à scénariser, à transformer quelque part leur livre en jeu vidéo. Ici, quelques éléments principaux des caractéristiques qui sont communes à toutes les applications et à tous les contenus. D'une part, des instruments de pilotage extrêmement, j'allais dire, faciles à utiliser, l'inscription dans l'agenda, des données pour pouvoir se situer, qui sont distribuées sous forme d'infographie aux participants et également aux organisateurs, la notion de profil, la notion de fonctionnalité collaborative, un dashboard pour toujours savoir où on en est, et des badges que j'ai pas le temps de vous préciser, mais qui sont effectivement extrêmement originaux. Pour conclure, nos clients aujourd'hui, on a lancé ça il y a un peu plus d'un an, il y a exactement 15 mois. On a 3 clients, et là, vous entendez mon alarme qui me dit que mon temps est terminé, mais je vais prendre quand même 15 secondes pour conclure. On a 3 clients aujourd'hui. Notre premier client, qui a fait un pilote en 2016, nous a annoncé qu'il voulait faire un déploiement pendant l'année 2017. On en est très contents. Et ce sont des commerciaux et des managers de commerciaux qui étaient impliqués. On a une reprise de conseil qui nous a fait une première vague en 2016 et qui va en faire une deuxième en 2017, avec une vague tous les ans sur leur manager au moment où ils passent senior, sur leur consultant, pardon. Et puis une entreprise de secteur santé qui, pour ces 150 cas, nous a demandé effectivement de les accompagner sur 3 mois avec ce dispositif. On est en train de construire des partenariats. On en a un en cours avec Esprit de Service France, qui est une association de grandes entreprises sur l'esprit de service. Et on est en train de construire des partenariats avec des grandes écoles, puisque c'est là qu'on va trouver les experts qui vont pouvoir fournir le contenu de nos applications. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long ou trop ennuyeux. Et j'attends vos questions, évidemment, ça m'intéressera. Et vous aurez également un lien avec une page qui explique tout ça et qui vous permet de prendre contact avec nous. Merci Marc. On a quelques questions. On me demande si cette solution est donc paramétrable sur mesure. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. On a deux propositions. Une proposition entre guillemets sur étagère, mais qu'on personnalise en partie pour l'entreprise. Donc, il y a un petit travail de préparation qui permet de combiner, d'enlever ou de remettre certaines choses qui sont effectivement déjà prêtes, de changer le vocabulaire. C'est évident que quand on s'adresse à des cadres hospitaliers, par exemple, ou à des commerciaux ou à des consultants, eh bien, on change un peu le vocabulaire de ce qui est raconté. Donc, on personnalise. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, c'est sur des contenus nouveaux qui peuvent être des contenus de l'entreprise. Eh bien, on peut construire à partir de rien, si j'ose dire, enfin à partir du Canva que vous avez vu, on peut construire effectivement une offre totalement personnalisée. On me demande aussi du retour d'expérience que vous avez et quels sont les soft skills les plus demandés finalement. Alors, en fait, je vais donner une réponse un peu biaisée
parce que nous, on avait construit quelques contenus sur l'étagère qui étaient autour de l'empowerment, du leadership, de la connaissance de soi, de l'optimisation des talents. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on proposait et c'est ça qu'on a vendu jusqu'à maintenant. Par contre, des demandes qui sont en cours et euh, qu'on n'a pas encore distribuées, c'est beaucoup autour de la créativité et des stéréotypes. Une toute petite formation sur les stéréotypes, reconnaître ses propres stéréotypes, ce qu'on subit et ce qu'on fait subir. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé. On nous a demandé sur la créativité et sur la notion de apprendre à apprendre et enfin sur la culture digitale. C'est pour ça qu'on est en train de préparer ces 4 types de contenus. Notre question, quelles sont les différences avec d'autres solutions comme Moodle ou edX? En fait, les différences, elles sont beaucoup dans le look and feel. Hein. Vous avez vraiment quelque chose d'extrêmement fluide, de tout à fait nouveau comme façon de naviguer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les participants obtiennent, puisque les participants participent beaucoup, ça c'est notre deuxième point de vue, c'est que le contenu est moins important que le fait d'impliquer les gens et de faire qu'ils participent. Chaque module, on ne l'appelle pas module, même sous-module, on ne les appelle pas sous-modules, on les appelle activités. Il n'y a pas une seule activité dans laquelle le participant n'est pas un acteur réel. On lui pose des questions, il répond. Il va aussi faire des activités dans la vie réelle, au cours d'une réunion, pendant son travail. Il va ensuite réinjecter ce qu'il a vécu, son expérience, sous forme de photos, sous forme d'enregistrement dans la plateforme. Donc ça, c'est quand même très, très nouveau. Et la dernière chose qui est nouvelle, c'est que comme le participant nous donne beaucoup de choses, y compris d'ailleurs son style d'apprentissage, eh bien, on peut engendrer des données et créer des infographies qui sont présentées. C'est-à-dire que quand vous faites une activité, et une fois que la majorité des gens ont fait l'activité, vous voyez le retour, vous pouvez vous situer par rapport au groupe. Et la combinaison de toutes ces caractéristique est quand même très très nouvelle sur le paysage. Enfin, j'ai une question sur les tarifs. Quel est le prix d'entrée pour les solutions sur étagère? Alors, sur les solutions sur l'étagère, on a une politique, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que vous allez pouvoir les construire vous-même. Par contre, on peut en parler évidemment en privé ensuite. On part du principe que notre formation est largement d'aussi bonne qualité que du présentiel. Elle donne même des choses en plus qui sont en particulier les données et le fait de pouvoir, si vous avez par exemple 3 jours de formation, mais ça peut durer 2 mois, donc vous avez quelque chose dans la durée pour vraiment se transformer. Et donc, ce qu'on dit, c'est que si vous faites des petits pilotes de 20 ou 40 personnes, on a des tarifs qui sont comparables à ce que vous auriez sur une formation de bonne qualité en intra, c'est-à-dire entre 150 et 200 euros par jour et par personne. Ok. Et si on va plus loin et qu'on va sur 100, 150, 200, et on peut aller jusqu'à pas mal de centaines de personnes, eh bien, à ce moment-là, les prix baissent drastiquement. On peut diviser par 2 ou par 3. Et si, dans le cas de grand nombre, l'entreprise prend en charge le mentoring en ligne, hein, c'est avec des mentors qu'on peut former, alors à ce moment-là, le prix baisse encore plus, comme toute offre qui est digitale ou en partie digitale. Très bien. Et on Merci est vraiment beaucoup. prêt à en parler rapidement avec des personnes qui seraient intéressées. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. On a bien compris que l'acquisition de soft skills dans le cadre d'outils dans lequel on a une dimension de social learning, c'est une tendance aujourd'hui du e-learning. On va passer maintenant à la présentation suivante, celle de Julien Caporal pour Manzalab. Julien, on te passe la parole dans quelques secondes. Je te donne le top. C'est bon, Norman, tu as la parole, tu peux nous faire ta présentation. On t'écoute. J'ai partagé mon écran. J'espère que tout On le te monde me voit. voit. C'est bon. Ça marche. Donc, je vais vous parler un petit peu du travail qu'on fait chez Manzalab. On fait essentiellement du serious game. Et je vais vous présenter, donc on travaille autour de l'inductif, et je vais vous présenter dans un deuxième temps une expérience qu'on a mise au point avec Accenture, qui est, à notre avis, ce qu'on peut qualifier de disruptif. L'idée, c'est Manzalab.
Si on regarde un petit peu le logo, c'est une pomme verte. L'idée, c'est que la pomme est le fruit de la connaissance et du savoir. C'est aussi le fruit du plaisir, et ça nous semblait une bonne définition du serious game, c'est-à-dire apprendre dans le plaisir du jeu. Manzalab a 6 ans d'existence, pour autant reste une start-up, et elle va regrouper des profils, donc nous sommes une cinquantaine, qui viennent du monde du jeu vidéo, pour pas mal d'entre nous de chez Ubisoft, et on va y adjoindre des compétences qui sont de type pédagogique. Je suis moi-même le directeur pédagogique, mais on va aussi avoir un psychologue clinicien qui est Michael Stora, qui est un référent pour tout ce qui est du monde de la télé et de la radio sur les impacts du jeu sur les jeunes en particulier, les jeux vidéo. Nous avons des gens qui viennent du monde du cinéma, de la télé, afin de raconter des histoires et de répondre à un certain nombre de contraintes que sont la culture client quand on construit un jeu sérieux, c'est-à-dire donc à des fins pédagogiques. On va s'adresser à une entreprise et là il va falloir respecter la culture du client, il va falloir respecter les objectifs pédagogiques que je vais fixer au jeu, mais aussi des contraintes et des piliers, des grands piliers d'apprentissage qui nous viennent des neurosciences. C'est quelque chose qui va nous caractériser, c'est le lab de Manzalab. Voilà, sur l'écran suivant, je vais mettre en avant ce qu'on appelle l'experiencing. L'experiencing, c'est dire qu'on est au croisement du jeu et des grands piliers de l'apprentissage qui ont été définis par Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique qui travaille dans l'apprentissage, qui est professeur au Collège de France, académicien des sciences en France, aux États-Unis et au Vatican. Stanislas Dehaene a à sa disposition dans son laboratoire, Neurospin, des IRM qui permettent de scruter ce qui se passe, de voir ce qui se passe dans le cerveau de la personne avant, pendant et après les apprentissages. Et il a défini 4 grands piliers de l'apprentissage que sont l'attention, si je ne suis pas attentif, je ne peux pas recevoir le message et donc l'apprentissage. L'engagement actif, c'est dire que le cerveau, à un moment donné, quand il va prendre une décision, va peser le pour et le contre entre plusieurs choix, et que si vous donnez un feedback très rapide, on va dire un feedback immédiat, alors le cerveau va pouvoir se modifier, c'est un travail synaptique, et il pourra le faire parce que vous êtes encore dans le cadre d'une réflexion où il y avait plusieurs choix qui étaient proposés et possibles. Ce feedback immédiat va amener donc un travail des synapses, de construction de synapses, et ce travail se fera bien si vous êtes dans le plaisir. Il se fera mal si vous êtes dans le stress. Élément important, on a parfaitement le droit à l'erreur. L'important, c'est qu'on ait un feedback rapide qui vous dise « là, j'ai fait une erreur et je vais pouvoir me corriger rapidement ». Dernier pilier, c'est la consolidation. C'est tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée va être transféré dans des couches plus durables dans votre cerveau pendant le sommeil, que ce soit la sieste ou pendant le sommeil nocturne. Ce travail de consolidation se fera d'autant mieux que vous avez été, pour ce qui est de l'apprentissage, dans de l'émotion. L'émotion joue comme une pré-consolidation finalement. Si vous mettez le jeu en face de tout ça, vous avez l'attention, vous avez l'engagement actif, puisqu'on passe sa vie à faire des choix, vous avez le feedback immédiat, vous avez la récompense. Ce n'est pas grave si vous vous trompez, le jeu va vous prendre par la main, vous faire progresser. Si vous perdez la partie, vous pouvez toujours en rejouer une. Et enfin, pour ce qui concerne la consolidation, on a l'émotion qui est au rendez-vous. Nous faisons des jeux qui embarquent ces piliers de l'apprentissage dans une démarche inductive. L'idée, c'est que quand vous êtes dans une démarche déductive, on vous donne la règle et vous allez l'appliquer. La démarche inductive, on vous donne des faits, on vous donne des observations, et à partir de ces cas particuliers, l'apprenant va se reconstituer lui-même la loi, les règles qu'il pense régir le système qu'on lui a présenté. C'est quelque chose de très important, ça va favoriser l'apprentissage. Marc, qui a pris la parole précédemment, parlait d'apprendre à apprendre. C'est exactement ça. À partir du moment où c'est moi qui construis, je vais mieux retenir. Autre chose intéressante, c'est je vais apprendre à prendre des indices
pour me constituer ma propre réflexion. Et encore une fois, je vais favoriser l'apprentissage ce faisant. Donc nous avons des serious games au global qui vont dans un premier temps vous faire vivre une expérience, c'est l'experiencing. Dans un deuxième temps, on va analyser ce qui s'est passé, donc on va pouvoir revivre le film de l'expérience avec des commentaires du coach et de l'expertise. Et enfin, je vais pouvoir renforcer mes connaissances, mais uniquement celles dont j'ai besoin. Voilà, c'est l'idée de l'induction. Alors, mon sujet s'appelle de l'induction au disruptif. Je vais vous parler maintenant, on a fait une quarantaine de projets à ce jour pour beaucoup de clients du CAC 40. Je n'en retiens qu'un aujourd'hui, c'est le projet GenderSwap. Marc, à nouveau, a parlé de stéréotypes, et c'est de ça dont il s'agit. Donc là, on se trouve chez Accenture, qui a aujourd'hui pris à bras le corps les stéréotypes qui ont touché les femmes, le LGBT, les personnes en situation de handicap, les personnes parce qu'elles ont une couleur de peau différente de la nôtre rencontrent des difficultés. Il y a du senior, il y a du junior, voilà, il y a plein de sujets comme ça où on se dit que prendre la peau de l'autre, rentrer dans la peau de l'autre, est une bonne façon de changer sa façon d'appréhender le monde qui nous entoure. Donc là, l'idée, c'est on s'est concentré sur la partie stéréotypes touchant les femmes. Nous avons déployé une petite application de 2 minutes à destination du top 20 d'Accenture. Et le jeu a été testé. Cette expérience a été testée pour la première fois lors d'un perf meeting. C'est le moment où le top 20 Accenture se réunit pour décider de la promotion d'un tel ou une telle. Cette année, quand ils sont arrivés, ils avaient chacun un casque de réalité virtuelle devant eux. Ils ont mis le casque pendant 2 minutes, ils ont reposé le casque, ils ont fait la réunion comme d'habitude, à l'exception que, là où l'année dernière, il y a eu 60 cas qui ont demandé lieu à de nouveaux arbitrages, cette année, il n'y en a eu que 10. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pendant ce qu'ils ont vécu dans le casque. Alors, ils ont été bombardés de messages très stéréotypés, et à la fin, on leur a simplement demandé s'ils pensaient, alors dans un dialogue avec quelqu'un avec lequel ils discutent, tout ça dans le casque de réalité virtuelle, et à la fin, on leur demande simplement s'ils pensaient avoir incarné un homme ou une femme. Le gros message qu'on fait passer, c'est il y a des stéréotypes, beaucoup de stéréotypes, donc on en a identifié 6 grandes familles. Et il y a des stéréotypes qui sont autant portés par les hommes que par les femmes. Il y a des stéréotypes qui sont portés par les femmes. Le plus difficile à admettre, c'est le second en partant à la gauche et en descendant, c'est être capable d'entendre la problématique non promue ou le moindre salaire. Si vous dites j'ai 2 dossiers RH, un homme, une femme, même compétence, même envie, même démonstration de leur capacité à prendre un poste, on va choisir de promouvoir l'homme parce que quand on annoncera à la femme que ce n'est pas elle qui est retenue, elle le prendra mieux. Et c'est ce qui se passe réellement dans la vie. Voilà. Donc, on va lutter contre ces stéréotypes. Chaque famille de stéréotypes a donné lieu à une scénette, un scénario. Alors, c'est intéressant dans le sens où, comme ça a bien marché auprès du top 20, il a été décidé par Accenture de cascader sur tous les managers français. Et puis, la DRH Group, ayant essayé l'expérience en anglais, a décidé de cascader sur l'ensemble du monde. Donc ça, c'est la suite de ce succès. Nous sommes en train de réaliser HandiSwap. C'est je me mets dans la peau où j'ai une discussion autour de la situation de handicap dans l'entreprise. Donc à nouveau, on va créer des scénettes, des mises en situation dans le casque pour changer de peau et changer son point de vue.
Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres sujets qui vont arriver, toute la partie senior. Euh, Se mettre dans la peau d'un senior, on parlait de digitalisation, etc. Il y a pas mal de boîtes qui vont s'appuyer sur des jeunes, qui vont venir bousculer les habitudes. Mais pour autant, un jeune doit comprendre que le senior a toujours des choses à dire et des façons d'appréhender le digital qui sont peut-être un peu différentes. Donc on va parler de senior swap qu'on fera jouer des jeunes. Inversement, on pourra faire jouer à des seniors le rôle du jeune qu'il était quand il est rentré dans l'entreprise et qui ne connaissait pas, je dirais, toutes les arcanes de l'entreprise. Le boss swap, c'est quelque chose qu'on a proposé typiquement à nos amis les militaires. Quand vous êtes dans une situation de gestion de crise, le fait d'avoir un galonné, quelqu'un qui a plus de galons que vous face à vous et qui annonce quelque chose, vous allez avoir tendance à le croire et à l'écouter. Et ça, c'est du biais cognitif auquel ils aimeraient bien apporter des solutions. Le fait de se mettre dans la peau d'un hiérarchique, ou inversement de quelqu'un moins gradé, va permettre de faire comprendre ce que l'autre peut ressentir au moment de la prise de décision. Voilà, etc., etc. Et nous avons décidé, en commun avec Accenture, de commercialiser cette offre. Voilà, je pense que j'ai terminé ce que j'avais envie de dire. Ce jour, il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça, mais l'idée, c'est qu'on fait beaucoup d'inductifs, c'est-à-dire qu'on vous fait vivre des expériences via l'experiencing avant d'avoir un temps d'analyse, de comprendre ce qui s'est passé et de vous proposer des remédiations de type, je peux lire des petites fiches pédagogiques ou rencontrer un véritable coach ou m'inscrire dans un parcours blended plus large. Et on peut aller même vers de l'inductif, on ne va faire que passer des messages, mais sous une forme un petit peu novatrice. Vous allez vivre une expérience qui peut être dérangeante, mais qui en tout cas vous fera changer d'avis. Merci, merci Julien. Tu as un petit peu dépassé le temps qui t'était imparti, mais c'est pas grave. On a quelques questions qu'on va prendre. La première est autour justement de ces tendances du e-learning. Quelqu'un m'a dit, donc une tendance du learning concerne l'appréhension de l'environnement de travail. C'est une tendance que vous constatez? Alors, ce que l'on constate, moi j'ai fait de la formation pendant 20 ans, j'ai fait du e-learning pendant 6 ans, avant de rejoindre Manzalab sur le sujet Serious Game. Euh, Je pense que avec le descendant, le learning classique, on n'engage pas les personnes, on leur fait rien vivre, il n'y a pas de feedback immédiat, il n'y a pas d'émotion, et donc on est très loin des piliers de l'apprentissage que les neurosciences nous indiquent comme étant les plus efficaces. Euh, Vous avez avec le e-learning des solutions qui vous permettent de déployer très largement, donc le e-learning classique, très largement. Donc j'ai monté des systèmes, des dispositifs de formation pour former 3000 personnes en 2 semaines sur un nouveau sujet. Pour autant, ça c'est ce que j'appelle le training, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre en main une interface avant même qu'elle me soit proposée dans mes situations de travail. Je ne peux pas adresser du comportemental fortement avec de bons ancrages. Ça, on le fait plutôt dans du présentiel, sous forme de jeu de rôle. Le serious game va apporter finalement le meilleur du présentiel, puisque je vais mettre en œuvre des dialogues, des situations de travail, et je vais pouvoir faire passer des messages comportementaux, de processus et des enjeux. Donc, en descendant au niveau comportemental, en vous mettant en situation, vous êtes beaucoup plus fort pour parler à un individu et faire changer de façon personnalisée leur comportement. Vous avez, avec le Serious Game, la possibilité de déployer très largement. Donc là, j'ai toutes les vertus et tous les bénéfices que je pouvais tirer du learning classique. Et je vais aussi apporter toute cette dimension, une pédagogie constructionniste, que je vais retrouver dans le jeu. Typiquement, quand vous construisez un jeu, par exemple pour la banque, où il s'agit pour le conseiller en banque, en agence, quand il prend un coup de fil, de vérifier que la personne que j'ai au téléphone est bien celle qu'elle prétend avant de pouvoir agir à sa place, faire un mouvement dans le compte, etc. Il y a un processus extrêmement rigide. Quand je propose un jeu,
le but du jeu, c'est pas simplement de répondre non, il faut venir en agence parce que je dois vérifier votre identité, et en répondant non toujours, en étant sûr de respecter je dirais, la procédure de sécurité, je fais pas un jeu avec ça. Donc on déplace le problème, et ça, les gens qui créent des jeux savent très facilement jouer avec ça. Euh, on va mettre l'enjeu sur le maintien de la relation client. Et donc le jeu, ce sera de garder une bonne relation client. C'est pas de respecter de A à Z la procédure. Et cette technique du jeu, cet engagement par le jeu est quelque chose, moi, en tant que pédagogue, que j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre. Je ne suis pas un joueur de jeux vidéo d'épée d'action. Donc c'est vraiment ce triptyque, le meilleur du présentiel, le meilleur de la capacité à déployer, et le LMS que m'amène le e-learning, plus le fait de se poser de façon ludique les choses, fait qu'on fait des choses très engageantes et très inductives. Merci Julien. Une petite dernière question parce qu'on dépasse un petit peu le temps prévu. Quel est le coût et faut-il disposer d'une infrastructure particulière pour mettre en place vos solutions? D'accord. Alors, nous faisons du sur-mesure. Et là, l'entrée de gamme, elle est à 30 000 euros pour faire quelque chose d'assez court, mais c'est très impactant. On a des projets qui vont jusqu'à 300 000 euros. Notre projet moyen est entre 90 et 120 000 euros. Ce coût d'entrée est important, donc on a cherché à industrialiser le plus rapidement possible et nous avons un moteur de dialogue qui nous permet de déployer des choses assez complexes en termes comportementaux et en termes de dialogue à des prix compétitifs. Nous faisons aussi du jeu sur étagère et c'est typiquement le cas de Gender Swap que je vous ai présenté. Là, on est sur un coût de 25 000 euros pour une entreprise. Et là, j'ai autant de personnes que je veux dans l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de tutoyer les prix d'un e-learning. Il ne s'agit pas de dire on va attendre encore 5 ans que les prix viennent à l'entreprise pour s'aligner avec celui du e-learning classique. On a des prix qui sont tout à fait compétitifs et l'idée, c'est de toucher un maximum de personnes autour de ces problématiques de stéréotypes, par exemple. Très Donc là, bien, 25 000 euros pour 10 000 personnes, si vous avez 10 000 personnes dans votre société. c'est noté. Merci Julien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la dernière présentation, celle de Raphaël Attias sur de l'ORT. L'ORT France est un organisme de formation qui a une forte implication sur les questions de R&D, qui a aussi une dimension internationale. Et ce qui nous a intéressé, c'est de les faire témoigner justement sur leur expertise sur ces sujets. Raphaël, on te laisse la parole, c'est à toi. Merci, vous m'entendez? Oui? Ok, donc en tout cas, merci de l'intervention précédente et je suis ravi que aussi bien Marc que Julien fassent partie de l'écosystème digital learning par leur expérience, par les atouts et les orientations qu'ils ont prises en regard de certaines tendances, parce que c'est le but de l'entretien de ce webinaire, c'est de parler des tendances qui sont censées s'inscrire dans un contexte, je dirais, de transformation digitale de la formation, de choix des outils ou de choix des stratégies de formation en regard toujours des compétences attendues. Donc, ma présentation vient du constat de fait que l'apprentissage numérique aujourd'hui contribue à une démocratisation des connaissances et c'est la raison pour laquelle l'approche que je suggère dans le cadre de notre activité d'organisme de formation tout au long de la vie, mais aussi d'acteurs ONG mondiales sur le terrain de l'éducation, de la formation, tout client confondu, en l'occurrence corporate, PME, université ou école, nous engage à avoir une vision un peu à 360 degrés qu'on appelle une vision un peu holistique de ce que la révolution, je dirais numérique, est censée, je dirais, importer ou en tout cas embarquer. J'ai naturellement laissé ma présentation en anglais pour qu'elle ait un peu un impact plutôt européen et international plutôt qu'une démarche essentiellement franco-française et surtout de préciser le souhait de dire en quoi cette révolution numérique vis-à-vis de l'apprentissage
est censé nous amener à penser en termes d'avantages, et donc ce qu'on appelle thinking advantage, et donc de partir sur cette démarche qui sera bien sûr centrée sur l'humain et toujours centrée sur, Julien le disait, la notion d'expérience design plutôt que d'instructional design. C'est donc c'est dans ce contexte-là que je éventuellement, bien sûr, préciser le cadre de ma présentation, en bien sûr mettant en avant le contexte de révolution disruptive, en regard en direction d'institutions, entreprises et bien sûr d'apprenants au sens large. J'ai mentionné les apprenants tout simplement parce que nous avons un écosystème éducation qui va de la 6e à Bac+5 au niveau national et international, et que j'inclus dans la transformation digitale des écosystèmes, aussi bien ce type, cette catégorie d'individus, de citoyens apprenants, que les personnes d'enseignement supérieur, ou tout simplement l'employé dans sa place de travail, tout simplement, qui aujourd'hui est censée elle-même se transformer pour être une workplace du learning, et donc définir aujourd'hui l'environnement, le cadre logique et pédagogique nécessaire qui bien sûr engagera les outils, les démarches et les stratégies de formation. Donc en Spotlight, j'ai mentionné la notion d'un nouveau monde d'apprentissage, et surtout mis l'accent sur non pas le type d'apprentissage ou type of learning qui m'intéresse, mais c'est ces nouvelles voies d'apprentissage. Et je disais en introduction, c'est bien parce qu'il y a une démocratisation des connaissances, que nous sommes bien passés je dirais, d'un stock de connaissances vers un flux de connaissances, donc et qu'on a effectivement engagé cette démarche aujourd'hui en termes d'innovation pédagogique et en termes de paysage, je dirais, disruptif auquel nous sommes confrontés, qu'il était nécessaire de s'y intéresser afin, bien sûr, dans un contexte de transformation, d'avoir, au travers d'une vision, je dirais, à 360 degrés, d'installer, je dirais, l'ensemble des composants et l'ensemble du modèle opérationnel permettant cette transformation digitale au sein d'une entreprise, au sein d'une institution de formation, ou au sein d'une PME, je dirais, confrontée à des objectifs business et objectifs métiers. Alors, j'ai commencé par juste des slides rapides. Donc, j'ai évoqué Trunz, tout le monde connaît Sébastien Trunz, qui est le patron de Udacity. 412, tout simplement parce qu'il est connu sous ce chiffre-là, tout simplement sur les 600 élèves de Stanford sur le Master Global Innovation Entrepreneurship, eh bien 412 étaient non présents sur le campus de Stanford, mais plutôt à l'extérieur, et ont réussi en ligne via cette volet massification et MOOC qu'avait développé notre ami de Udacity et qui aujourd'hui s'appelle les Nano Degrees, qui s'installe dans le paysage de digital learning. L'école américaine en Arizona qui s'appelle Schools of Once, pareil, est passé de 10% de digital learning online à plus de 50%. Aujourd'hui, on est à 53-54 sur les dernières statistiques. Pareil, l'université ASU d'Arizona est à plus de 61% sur la dimension en ligne. Et enfin, ce que j'appelle les CNAC, et qui font partie d'outils que nous avons co-développés avec une start-up issue de Stanford et mis sur la démarche d'usage qu'on appelle les People Analytics, et qui rejoignent un petit peu le discours de Marc en matière de compétences et de méta compétences ou de méga trends aussi, fait partie aussi, puisqu'en 20 minutes, au travers de 3 Serious Games, pour rejoindre Julien, les mini-games qui intègrent de l'intelligence artificielle et des mécanismes, je dirais, de théorie des jeux, au sens théorie des jeux, pas de gambling, mais de théorie des jeux au sens aide à la décision et compétences, on est capable de définir un profil type pour l'engager sur le futur job et le métier, ainsi que les compétences qu'il souhaiterait renforcer. Et donc, on s'aperçoit que l'association entre le online et les analytics commence à transpirer sur ces tendances en matière de digital learning.
La structure, donc, mettre un petit peu les spotlights dans leur contexte. Donc, les 4 tendances, en tout cas clés, qui aujourd'hui rejoignent beaucoup le discours de mes prédécesseurs, mais aussi la communauté et un petit peu les axes où nous travaillons. J'avais juste manqué de rappeler pour les partenaires et pour Benjamin et la team. Horte France, c'est une association, mais c'est aussi grâce à sa direction innovation que j'anime un pôle expert qui a un pilier recherche et développement assez lourd, puisqu'on a gagné plus de 40 projets de R&D européenne et française dans le cadre de tout ce qui est Technology Enhanced Learning, intégrant l'ensemble des concepts depuis 1996 sur les différents programmes européens FP5, FP6, FP7 et H2020, donc sur les dynamiques de gaming, de gamification, de micro-learnings ou macro-learnings ou autres environnements ou structures ou de pédagogie différenciée ou de game-based learning ou de inquiry-based learning. Donc tous ces éléments de recherche ont contribué à nous donner une dimension forte que nous appliquons dans notre écosystème, mais aussi dans les écosystèmes des futurs clients qui nous rejoignent lorsqu'il s'agit d'avoir un diagnostic digital et les accompagner de façon personnalisée en regard aussi d'une démarche d'innovation de service où nous invitons les EdTech, lorsque la solution est présente, à venir nous rejoindre pour proposer la solution ad hoc qui colle aux besoins, je dirais, du diagnostic et du modèle à mettre en œuvre chez le client final. Donc les tendances sont bien sûr tout ce qui est massification, et qui ont été repris dans le cadre de Sébastien Prince et autres acteurs comme Coursera et autres. Pour rappel, la dean du MIT, Christina Ortiz, quitte le MIT pour créer le campus Millennium de demain, le Disrupt Campus, où il n'y a ni classe ni professeur physique, où tout se passera en ligne avec une démarche, bien sûr, qui nous appelle à la nouvelle notion du citoyen apprenant et de ce que sera demain l'intelligent learning à horizon 2020, intégrant bien sûr le côté personnalisation et machine driven et tout ce qui peut intégrer des outils d'intelligence artificielle. Donc massification au niveau accès. Ensuite, bien sûr, la personnalisation en termes de tendance qui est de plus en plus renforcée, notamment nous sommes confrontés dans le cadre de projets éducatifs, de cette démarche d'accompagnement, mais aussi en termes d'adultes, lorsqu'on fait un diagnostic et qu'on sait adresser un parcours personnalisé, alors entre en force les analytics, puis le parcours et donc ce côté personnalisation qui permet ensuite de mesurer via des métriques l'atteinte d'objectifs en termes de formation et bien sûr l'obligation d'être aligné, puisque c'est le mot fort aujourd'hui dans un contexte de plateforme, c'est d'être aligné avec les objectifs de travail en termes d'efficacité et aussi d'efficience. Troisième tendance, les gamification à plusieurs niveaux en termes d'empathie, d'engagement et je dirais, comme le soulignait Julien, mais aussi dans un contexte d'expérience et donc d'apprentissage au sens ludique, puisque complété par des serious games en termes de processus d'apprentissage avec derrière aussi une démarche d'accompagnement, de mentoring jusqu'à l'aspect évaluation formelle. Et enfin, donc la notion de WeQ, qui est un peu ce côté de peer-to-peer, nécessaire dans un contexte, je dirais, de plateforme ou d'environnement d'apprentissage, où aujourd'hui, l'ensemble de ces composants permettent aussi d'avoir une démarche où les mentors ou les experts vont converger vers l'apprenant pour lui apporter la connaissance, le savoir, l'expertise et bien sûr, je dirais, des réponses aux objectifs de formation. Bien sûr, tout cela pour bâtir cette notion de compétences individuelles et de rêver ensuite, suivant l'orientation, au métier, devant la jungle d'opportunités qui lui est présentée. Et c'est pour ces raisons que nous avons renforcé ce côté d'usage de Knack et d'analytics pour pouvoir matcher l'adéquation entre la demande, l'accompagnement en formation en amont, pendant et en aval pour pouvoir, je dirais, répondre à cette notion de guidance. Et enfin, la notion de job matching que j'évoquais tout à l'heure en termes de validation
et je dirais, de démarche d'atteinte d'objectifs vis-à-vis du job matching et bien sûr la présentation du candidat lorsque nécessaire pour un étudiant vers l'employeur ou l'employé dans l'entreprise qui, au détour de ce dispositif de développement des talents, est confronté à, je dirais, une mobilité professionnelle ou une promotion, éventuellement, je dirais, une approche, comme on dit, bankable ou valuable. Alors, le digital, effectivement, amène ce changement de pédagogie et aussi en termes de société. C'est un petit peu ce qu'évoquait Daphne Koller, qui disait que peut-être le futur Albert Einstein peut-être sera dans un petit village d'Afrique du Sud. Mais en tout cas, la démarche d'apprentissage aujourd'hui reste sur un contexte ouvert où l'évolution est de plus en plus mise en avant du fait de l'émergence des X APIs pour pouvoir, je dirais, être formé où on veut quand on veut. On a une capacité d'avoir aussi une explosion, de faire une distinction entre le macro-learning via les Coursera et edX et autres devant le micro-learning avec des acteurs tels Axonify ou autres, mais en tout cas, il y a ces tendances qui de plus en plus arrivent pour une approche immédiate, instantanée d'aide en matière de compétences devant les approches. C'est pour ça que j'évoquais un peu ce dégroupage existant aujourd'hui et qui est souvent difficile à maîtriser, c'est qu'on a des acteurs du testing, du teaching, de l'assessment, de la certification ou d'autres services ou de la conceptualisation, et c'est vrai que vis-à-vis de cette démarche-là, on a effectivement une approche pour dire comment répondre à une véritable, je dirais, logique de cadre pédagogique clair qui va embarquer, je dirais, tranquillement les 10 000, 15 000 employés parce qu'ils auront derrière un acteur du learning et développement qui sera un business partenaire, parce qu'on aura aussi un cadre dédié à la carrière, parce qu'on aura aussi, je dirais, une démarche tout à fait soutenue sur les dimensions d'évaluation en termes d'apprentissage, et je pense qu'on doit effectivement concourir vers ce cadre logique en termes d'action. C'est pour ça que j'ai évoqué ce volet de call to strategy at European level, et donc en disant qu'il faut plus, bien sûr, de laboratoires numériques au sens école, au sens enseignement supérieur, mais aussi au sens, je dirais, workplace, au sens centre de ressources dans l'entreprise, au sens que l'entreprise elle-même est dans un processus d'apprentissage continu sur la place de travail. Donc, bien sûr, une régulation, j'ai évoqué les processus de Bologne, bien sûr, liés à la dimension éducation et l'obligation des tendances vis-à-vis des différents programmes que vous connaissez liés au lifelong learning, mais qui font partie de notre travail vis-à-vis de la Commission européenne et aussi des atteintes d'objectifs au processus de diplôme, mais aussi dans l'obligation de renforcer aussi les digital skills et les nouvelles compétences en termes d'agenda 2020, puisque nous sommes concernés aujourd'hui en tant qu'ORT dans l'accompagnement des écosystèmes industriels, qui soient 4.0 ou des KET, ce qu'on appelle les Key Enabling Technologies, qui soient nano ou autres industriels, pour lesquels nous devons apporter et promouvoir le digital learning et training au sens de l'existant et au sens de l'état des lieux. Donc réfléchir maintenant à une véritable régulation et une promotion. Bien sûr, la notion de souveraineté des data, parce que le data, c'est la réinvention du digital, c'est la donnée nécessaire qui nous permet de personnaliser, qui nous permet de bâtir, je dirais, la démarche d'apprentissage pragmatique et clé, et donc de pouvoir aussi travailler sur ces nouveaux outils qui viendront renforcer qui s'appelle l'affective computing ou le cognitive via les outils d'IBM Watson ou d'autres outils, je dirais, en matière d'intelligence artificielle, de machine learning ou autre. Mais en tout cas, la data sera effectivement souveraine dans la mesure où elle constituera, je dirais, l'élément entre guillemets, si je puis dire, humain, permettant d'avoir une approche centrée sur l'apprenant et sur l'humain. Et comme disaient nos amis d'Accenture que vous avez cités, on va dire people first au niveau culture digitale. Enfin, en stratégie, il s'agit de survivre face à ce tsunami numérique, avec bien sûr des prédictions de
ami d'Harvard, Clayton Christensen, qui effectivement prédit que d'ici 15 ans, les universités américaines seront en banqueroute puisque tout sera sur, je dirais, le digital, avec derrière des mentors ou des experts qui pourront répondre par micro-degré, par micro-granularité sur une expertise précise et qui sera effectivement digitalisée. Donc, il faut pas seulement, je dirais, surfer sur la vague, mais vraiment essayer d'avoir une véritable démarche de transformation digitale. Et c'est un des axes majeurs que nous essayons de bâtir, que nous avons bâti comme modèle au sens de mapping, au sens de diagnostic, au sens de démarche d'innovation, et qui nous intéresse à plusieurs niveaux parce que elle sera sujette à la structuration, à la construction d'un véritable cadre logique, technique et pédagogique du type entreprise Learning Framework ou autre, je dirais, environnement, qui apportera la maturité et rassemblera l'ensemble, je dirais, de ces différentes voies d'apprentissage, puisque elles seront considérées comme des véritables expéditions pour chaque apprenant, ou ce qu'on appelle en anglais très très bien des journeys, donc où les gens seront confrontés à leur objectif avec des dynamiques d'apprentissage riches, émanant des serious games, ou émanant, je dirais, des MOOC, ou émanant, je dirais, d'autres contenus en ligne, intégrant soit de la réalité virtuelle, soit de la réalité augmentée ou autre environnement expert, mais en tout cas, il y aura effectivement ce côté hybride vis-à-vis des différents environnements en termes de maturité. Je parle de modèle, hein, bien sûr, de modèle mature. Voilà, donc laissons, comme on dit, la révolution s'installer, comme l'évoquait Humboldt, hein, qui est un physicien connu, et comme on dit, essayons de bâtir, je dirais, un petit peu ce nouveau monde expert où on pourra effectivement réunir l'ensemble et prendre en considération l'ensemble des tendances, je dirais, compris l'employé qui est souvent débordé, mais qui a besoin de trouver un temps de travail et de aussi répondre avec des nouveaux outils ou plateformes qui permettront de changer ce paysage et de se positionner avec des experts dans un contexte d'innovation afin d'asseoir, pour moi, ce que j'appelle un véritable backbone digital du learning, et donc d'avoir un véritable, je dirais, environnement expert par entreprise, par client, pour ne pas, ce n'est pas pour froisser Julien ou Marc, mais pour ne pas rester à l'état juste de petit pilote ou de pilote, mais à l'état de véritable déploiement, de véritable, je dirais, démarche digitale full dans l'entreprise, full dans l'école, full dans, je dirais, le volet, je dirais, corporate si c'est nécessaire en termes d'investissement. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Bon, tu as un peu dépassé, mais on t'excuse parce que la présentation était très complète et c'était intéressant d'avoir cet aperçu au niveau notamment international. Donc on comprend que, et c'est une question, la grande tendance, c'est d'associer toutes les tendances, on va dire, toutes les mini-tendances, personnalisation, gamification, personnalisation, peer learning, pour être efficace. C'est ça pour toi la grande tendance oui. du learning? Tout à fait. Et bien sûr, le côté mobile, hein, puisque c'est ce qui permet effectivement d'enrichir, et surtout le côté analytique, ce qui correspond à une tendance nécessaire. D'ailleurs, Julien l'évoquait, Marc aussi dans leurs différents slides, et je pense que la notion de visualisation et de dashboard et d'outils permettant d'avoir des métriques et de réagir derrière en termes d'action corrective ou bien, je dirais, de pouvoir proposer des contenus parallèles ou une démarche, je dirais, parallèle, fait partie des tendances, je dirais, de ce qu'on appelle le digital learning, mais c'est surtout vraiment, elles sont en tout cas, c'est celles qui émergent aujourd'hui dans le paysage d'apprentissage. Nous sommes actuellement sur un grand projet européen qui s'appelle Beaconing, qui consiste à intégrer du serious game pervasif, de plateformes pervasives, donc envahissantes, si je puis dire, où on est géolocalisé sur les activités d'apprentissage et qui seront dédiées d'abord à des cibles écoles et plus tard à des cibles entreprises et qui bien sûr graviteront autour de développement de serious games dédiés aux différents parcours d'apprentissage au sens que l'évoquait Julien de Manzalab que
que je remercie parce que ça fait une des sociétés startup que j'apprécie beaucoup par son travail et parce qu'on a aussi beaucoup proche, on est très proche de par la réflexion scientifique qui nous amène à apporter cette démarche d'innovation. Mais le serious game ou la gamification vis-à-vis de certains écosystèmes ont de très belles années encore, mais font partie de ces tendances digitales dans l'apprentissage aujourd'hui et vis-à-vis des différents ce qu'on a oublié des différents learning and development managers, c'est ce qui manque beaucoup dans nos sociétés, dans nos écoles, c'est des personnes qui sont vraiment en charge de façon continue d'un processus de transformation de l'écosystème d'apprentissage. Une autre question qui concerne plutôt aux étudiants, est-ce qu'ils restent attachés au présentiel comme... C'est question pour moi seulement ou pour tout le monde? C'était pour toi. Oui, bien sûr que le présentiel a toujours sa place, ne serait-ce que dans la partie diagnostic que j'évoquais vis-à-vis des outils CNAC permettant d'avoir une cartographie très claire des compétences et derrière des orientations très fines pour pouvoir orienter en termes d'apprentissage. Bien sûr que l'humain, de toute façon, la démarche d'hybrid learning est une démarche naturelle. Les tendances sont là. Mais une démarche, bien sûr, si on vient parler d'un parcours technique type cybersécurité ou pas, on a fait un serious game de cybersécurité pour Deloitte et pas Accenture, qui était dédié au CEO, et il a fallu, bien sûr, préparer quand même physiquement et sensibiliser les gens à la prise en main. Il y a toujours une démarche de sensibilisation et d'entrée en matière, mais le contexte, le full digital, pour moi, entrera en force après 2020. Voilà. Dernière question, mais tu l'as évoqué juste là, effectivement. Vous êtes un organisme de formation, vous adressez jusqu'au bac+5, mais vous intervenez aussi pour les entreprises. Oui. Tout à fait, on intervient pour des entreprises, pour des PME, pour des TPE et aussi pour des corporates en regard de demandes précises, soit d'intégration de LMS ou d'environnement, soit de développement de jeux sérieux qui ont été faits, je dirais, avec notre équipe. Mais pour aujourd'hui, encore une fois, nous avons une démarche, j'évoquais tout à l'heure, d'innovation de services, parce que je pense qu'il ne faut pas négliger un écosystème existant. On ne va pas redévelopper des choses pour lesquelles l'expertise existe. Et moi, mon souhait dans ce volet de transformation digitale, c'est d'associer tous les innovateurs et les startups EdTech dans une dimension de réflexion pour lesquelles, eh bien, Manzalab aura sa particularité, par exemple, Marc aussi, s'il y a une réponse particulière ou complémentaire, de façon à mieux répondre aux besoins clients. Mais oui, nous répondons aussi à des besoins entreprises, parce que nous évoluons dans ce milieu d'innovation représenté par des grands acteurs comme SAP, Oracle ou IBM Watson et qui nous font tout simplement réfléchir, ou bien de grandes universités qui nous font réfléchir sur le futur de l'apprentissage ou l'école du futur si c'est l'école ou l'entreprise de demain en termes, je dirais, de culture, d'humain, d'apprentissage, de compétences, etc. Et de plus en plus maintenant sur une révolution européenne de vraiment d'accompagner vers les métiers, vers le numérique, je dirais, certaines catégories de population ou de renforcer en compétences les différents écosystèmes industriels pour créer ce qu'on appelle la liquid workforce de demain au sens de Paul Dougherty de Accenture, d'avoir une workforce très liquide, très agile, capable de répondre rapidement, je dirais, à toute attente en termes d'expertise. Très bien, merci beaucoup Raphaël. Merci d'avoir assisté à cette présentation à ce webinaire. On a un peu dépassé en termes de temps, mais c'était vraiment très complet, très intéressant. On vous communiquera aussi les présentations et le webinaire sera aussi disponible et visible pour une autre visualisation ultérieurement, si vous voulez, sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc on le mettra à disposition sur la chaîne YouTube EdFab. Merci beaucoup à tous. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera un webinaire de présentation d'EdFab et qui aura lieu à la fin du mois de mai. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et un bon vote. Merci. À bientôt.